Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence en ce deuxième conseil de quartier de l'année 2025. Je voudrais, comme d'habitude, rappeler que cette séance est enregistrée et sera disponible sur le site de la mairie du 15e à partir de demain. Donc, la réunion préparatoire du conseil de quartier a choisi deux thèmes pour ce conseil. Le premier concerne le commerce dans notre quartier, une présentation un petit peu générale. Donc, comme d'habitude, nous aurons des exposés, un exposé et des questions que nous prendrons par groupe de 3 à peu près pour un échange, évidemment, avec tous les gens qui ont eu l'amabilité de venir et dont beaucoup de conseillers que je vois ici. Donc, merci à Madame Legrand de sa présence pour ce premier sujet, qui est conseillère d'arrondissement déléguée au commerce et à l'artisanat. Le deuxième sujet concerne un projet qui est le projet Covea, qui se situe, pour que vous situiez un petit peu, près de la place Cambronne, le petit jardin qui est à côté dans notre quartier. Donc c'est l'ancien établissement INTS qui est transformé, c'est un bâtiment de 4 étages à peu près, je crois, et qui sera transformé en établissement d'enseignement supérieur qui se trouve rue Alexandre Cabanel. Donc nous avons plusieurs intervenants sur ce sujet. Madame Renard, responsable du projet immobilier à Covea. Covea, c'est la société chargée du projet, je vous présenterai tout à l'heure. Madame Berthaud, responsable du pôle maîtrise d'ouvrage à Covea, et le cabinet d'architecture Crowe & Co. Merci monsieur, c'est monsieur Takanawa. Non, monsieur Crochon. Rappelez-moi votre nom, oui. Monsieur Crochon et monsieur Tatikawa sont bloqués dans un train. Ah, d'accord. Monsieur Lefranc, directeur de l'agence du cabinet, et Madame Rousbey, qui sort du cabinet aussi, chef de projet au cabinet. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous passe la parole, Madame Legrand, pour le premier sujet. Merci, Monsieur Vincent. Alors, le commerce dans le 15e arrondissement de Paris, un pilier dans la vie locale du 15e arrondissement. Le 15e arrondissement est un quartier dynamique où le commerce... joue un rôle central dans la vie quotidienne de ses habitants. Dans cette présentation, nous allons explorer la diversité commerciale du 15e. Nous ferons un point sur, en particulier, les cafés et restaurants, qui sont très, très nombreux dans le 15e, les associations de commerçants et un focus sur les terrasses estivales. Nous nous attarderons ensuite un petit peu sur ce quartier en particulier. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire le plan de la présentation. Donc, on parlera un petit peu de l'adjoint au commerce et du rôle que nous avons à la mairie pour encourager le commerce. On fera une vue d'ensemble sur le commerce dans le 15e arrondissement. Et nous ferons un zoom plus particulier sur votre quartier. Je vais rapidement passer sur... alors Pierre Menuet, qui est l'adjoint au commerce, est absent aujourd'hui, donc il s'excuse, mais il est retenu par le travail. Alors, pour vous le présenter rapidement, il est engagé en politique depuis 2017 et élu depuis 2020. Il est également bénévole au sein des Restos du Cœur et coordinateur de Maraude. Voilà. Son rôle et le mien est essentiellement un rôle de promotion et de développement du commerce au sein du 15e arrondissement. En collaborant étroitement avec les commerçants et diverses associations, nous mettons en place des stratégies commerciales visant à dynamiser l'économie locale. Ces actions
inclut la mise en œuvre de politiques et l'organisation d'événements qui renforcent l'engagement communautaire et l'attractivité du quartier. La collaboration entre les riverains et les associations est essentielle pour dynamiser, bien sûr, et renforcer l'attractivité de l'arrondissement. Le commerce dans le 15e arrondissement se caractérise par une grande diversité. On y trouve des commerces de proximité, des boulangeries, des boucheries, des centres commerciaux importants et des boutiques spécialisées. Ce panorama commercial contribue au dynamisme économique du quartier et permet de répondre aux besoins variés des habitants. Le 15e arrondissement de Paris est l'arrondissement le plus peuplé de la capitale. Effectivement, nous sommes à la fois le plus grand en termes de superficie, si l'on ne tient pas compte des bois de Boulogne et Vincennes, et le plus peuplé avec 235 000 habitants. Nous avons une vie locale dynamique et une offre commerciale riche. Dans le 15e arrondissement, on peut rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, les commerces de bouche, des boutiques spécialisées, des services, des restaurants qui font un enjeu de l'activité commerciale, un enjeu central pour la vie du quartier. Le 15e arrondissement abrite, selon le dernier recensement qui date de 2023 de la PUR, 4 576 commerces. Alors bien sûr, les chiffres varient en fonction des années parce que c'est très fluctuant et bien sûr, il y a des fermetures, des déplacements, des ouvertures. Mais en gros, on est toujours autour de 4 500 à 4 600 commerces. Nous avons près de 900 cafés et restaurants. Les plus grands commerces sont Beaugrenelle, avec 45 000 m², les Galeries Lafayette, avec 8 000 m², et le Village Suisse, juste à côté, 142 boutiques. Le taux de vacances des locaux commerciaux est moins élevé que la moyenne parisienne, puisque nous sommes environ entre 9,2 et 9,3%. Quant à Paris, on est plutôt entre 10,9% et 11%. Le 15e bénéficie toutefois de la présence de marchés de plein air qui viennent compléter l'offre alimentaire proposée. Nous avons bien sûr Grenelle, qui est un des plus anciens marchés parisiens, qui a une centaine d'années, Saint-Charles, Convention, Falguière, Vasco de Gama, Lefebvre et Breteuil, qui est à cheval sur le 7e. S'ajoute à ces marchés alimentaires un marché du livre ancien et d'occasion à la Halle aux Chevaux, au parc Georges Brassens. Cette diversité commerciale est cruciale pour le bien-être des habitants, garantissant un accès à de nombreux services et une richesse de l'offre. La diversité des offres favorise également l'attractivité du quartier en termes de tourisme et stimule l'économie locale. En termes de répartition géographique des commerces, nous avons les zones commerciales très animées qui sont plutôt situées au nord de l'arrondissement. Nous avons les rues particulièrement commerçantes, la rue du Commerce évidemment, la rue de Vaugirard, la rue Saint-Charles, la rue Le Courbe et la rue de la Convention, qui offrent un grand panel de commerces diversifiés et des commerces de bouche, ce qui devient de plus en plus rare à Paris. Certains arrondissements connaissent une pénurie totale de métiers de bouche et n'ont que des rues quasiment mono-activité. Donc nous avons beaucoup de chance d'avoir encore ces commerces de proximité. Nous avons davantage de zones résidentielles dans le sud de l'arrondissement. Il y a davantage de parcs et jardins, d'infrastructures sportives. Et c'est vrai que le sud, autour du parc Suzanne-Lenglen, du parc Georges Brassens, sont un petit peu moins fournis en commerce de proximité, en commerce de bouche. Le rôle des commerces dans l'économie locale, d'abord, ils sont créateurs d'emplois. Les commerces locaux créent des opportunités d'emploi, stimulant ainsi l'économie et améliorant le niveau de vie des habitants. Créateurs d'emplois directs, puisque bien sûr, les salariés, les employés, les services, mais aussi
les emplois indirects comme les fournisseurs, les artisans qui peuvent intervenir dans les commerces. Les commerces génèrent des revenus fiscaux pour la municipalité, qui permettent de financer des services publics. Et un des derniers points essentiels, c'est l'interaction sociale. On s'en est rendu compte davantage avec le Covid, où le rôle des commerces est très important pour maintenir le lien social. Et parfois, on se rend compte que les gens ne parlent qu'en fait, dans la journée, qu'à leurs commerçants. Donc, c'est un rôle très, très important et non négligeable. Le secteur de la restauration, maintenant. Alors, il est très important dans le 15e arrondissement. Comme je vous disais, nous avons 900 cafés et restaurants. Ce secteur contribue aux revenus de façon importante pour la ville et contribue à la culture de notre gastronomie locale et à l'attractivité pour les touristes. Nous avons une diversité de restaurants qui offrent un panel de choix, du bistrot au chef étoilé, un large panel de goûts et de propositions culinaires, aussi beaucoup de propositions de cuisine du monde qui permettent aux visiteurs de savourer des plats et d'échanger sur leur expérience gastronomique. Les 900 restaurants du 15e sont restaurants et cafés. En réalité, il n'y a que 300 restaurants qui n'ont que l'activité de restauration. Permettent une diversité de cuisine et une large offre qui rend bien sûr l'arrondissement très attractif pour le tourisme. Alors l'impact sur la vie sociale et culturelle, les restaurants sont des lieux de convivialité, ils servent de lieux de rencontre, ils favorisent les interactions sociales et renforcent les liens communautaires entre les habitants. Ils sont également des espaces d'échange culturel où les traditions culinaires se rencontrent avec les histoires locales et se partagent. Les restaurants contribuent à la dynamique sociale du quartier. Ils sont, pour les habitants, un lieu de consommation, un lieu de loisirs et orientent également leurs choix. Les restaurants dynamisent la vie économique locale en créant de nombreux emplois. Les serveurs, les cuisiniers, mais aussi, comme je vous le disais de façon indirecte, tout ce qui est fournisseurs et artisans. Il n'est pas rare qu'un commerçant aille se fournir, qu'un restaurant aille se fournir le pain à la boulangerie voisine ou à même la viande à la boucherie voisine. De plus en plus, les restaurants favorisent le circuit court. Les associations de commerçants. Nous avons 23 associations de commerçants dans le 15e. Ces associations créent un réseau d'entraide qui renforce le commerce local et favorise la collaboration. Ces associations travaillent activement à promouvoir le commerce, le 15e arrondissement et à attirer toujours plus de visiteurs et de clients. Les associations réunissent des acteurs clés qui jouent un rôle essentiel dans le développement économique local. Alors, 23 associations différentes parce que ce sont des associations qui sont gérées par les commerçants eux-mêmes et donc leur taille et leur activité varient en fonction des disponibilités de chacun et du nombre de commerçants adhérents. Vous en avez 3 dans votre quartier. Il y a une association au niveau de l'avenue de la Motte Piquet, une association sur l'avenue du boulevard, sur le boulevard de Grenelle, qui est plus destinée au marché de Noël, mais
qui est très active. Et vous avez l'association de la rue du commerce, en partie, puisque la seconde partie est une autre association qui fait partie d'un autre quartier. Le rôle et les missions des associations, c'est tout d'abord défendre les intérêts des commerçants. Nous sommes le relais, effectivement, avec eux, de l'information aux commerçants, des problèmes qu'ils rencontrent, et l'on peut remonter les informations à la mairie et à la mairie centrale afin de les soutenir dans les évolutions législatives ou réglementaires au quotidien. L'organisation d'événements. Alors, ils organisent des événements pour promouvoir le commerce local, favoriser l'engagement communautaire et attirer des clients. La promotion du commerce local, effectivement, ce sont des différentes initiatives ou événements organisés. Leur but essentiel étant de faire revenir les habitants et les clients dans leurs magasins et dans les rues. Aujourd'hui, leur premier concurrent étant le e-commerce. Le e-commerce a beaucoup de moyens pour solliciter ses clients et beaucoup d'actions marketing. Et donc, les commerçants, localement, doivent trouver des actions à mener pour se rendre visibles et faire revenir les habitants dans leur commerce. C'est le cas des vide-greniers qui sont organisés. On verra un peu le type d'événements qui peuvent être organisés. Là, vous voyez quelques photos, d'ailleurs, d'événements du 15e. Ces manifestations ont effectivement pour but de faire revenir les clients dans les magasins, mais également de financer les illuminations de Noël. Car à Paris, la mairie, contrairement en province, les communes financent les installations, les illuminations de Noël. À Paris, la mairie ne finance pas, elle subventionne les illuminations de Noël à hauteur de 20% au maximum. C'est-à-dire que sur les 23 associations de commerçants que nous avons, 11 seulement ont pu réaliser cette année des illuminations de Noël au mois de décembre. Et selon leur budget, plus ou moins importante, dans les rues principales, bien sûr, Le Courbe, Vaugirard, Saint-Charles, Motte-Piquet. Bien sûr, ce sont des événements importants pour le commerçant. Les commerces ne peuvent pas rater la période de Noël. En termes de chiffre d'affaires, c'est 60 à 80, voire 90% pour certains de leurs revenus annuels. Ça permet de tenir les périodes creuses. Donc, il est très important, ce point des illuminations de Noël est très important. Et toute l'organisation et la mission principale de ces associations est d'arriver à organiser et à installer ces illuminations de Noël. Je vais vous passer quelques photos d'événements. Là, vous pouvez voir, comme le 26 avril dernier, dans la rue du Commerce, l'événement en association avec le Stade français, avec une exposition de Cadillac où les rugbyman ont défilé dans la rue du Commerce. Le but est bien sûr de promouvoir le sport, le rugby, mais aussi de faire entrer les gens dans les commerces avec l'organisation de chasse au trésor à destination des enfants. Vous avez des bistrots-concerts qui sont organisés, il y en a 8 dans l'année, qui sont répartis dans tout le 15e, afin d'une fois de plus, de faire entrer les habitants dans les commerces de leur arrondissement. Vous voyez là
la patinoire qui a été mise, une au parc André Citroën et une sur le parvis de la mairie. Voilà, ce sont différentes actions qui permettent de promouvoir, de mettre en avant nos commerces et d'animer, bien sûr, la vie locale pour les habitants. Nous avons environ 120 événements d'organisés dans le 15e chaque année. Ça va de la campagne de sensibilisation, les vides-greniers, les brocantes, les marchés gourmands, qui, eux, participent davantage au dynamisme et des associations de commerçants, car en fait, chacun de ces événements est organisé par un organisateur, une société, afin que les choses soient déterminées. Et une partie de leurs recettes est reversée aux associations de commerçants, parce que ce n'est pas avec les seules cotisations qu'ils pourraient lancer des installations d'illumination de Noël. Pour vous donner une idée, une traverse coûte environ 1 000 €. Donc, pour animer une rue suffisamment, il faut des revenus. Et l'organisation de ces vides-greniers, brocantes et marchés gourmands permet donc à ces associations de récolter des fonds. Les animations festives renforcent l'attractivité, les traditions locales. Ça peut être effectivement, là on voit une photo du bal du 14 juillet. Il y a différents thèmes, mais le but est toujours le même. Bien sûr, animer et ramener les clients vers les commerces. Un petit focus sur les terrasses estivales et leur réglementation. Donc, les terrasses estivales sont nées avec le Covid. On se souvient tous de la fermeture des bars ou des restrictions réglementaires qui ont amené la mairie de Paris à les autoriser à s'installer sur des places de stationnement et d'installer des terrasses estivales temporaires. Le succès a été impressionnant et les commerçants ont souhaité maintenir ces installations de façon pérenne. C'est pourquoi une réglementation a été établie à partir de 2022 pour permettre l'installation de ces terrasses, mais de façon encadrée. Nous avons dans le 15e 475 terrasses estivales qui sont autorisées. Toutes font l'objet d'une étude au cas par cas. Les adjoints au commerce, à la voirie, les services. Nous examinons tous les dossiers un par un afin de les octroyer pour l'année, mais le renouvellement se fera par tacite reconduction. Donc, il est très important d'examiner tous les dossiers avec minutie. Donc, elles sont possibles du 1er avril au 31 octobre jusqu'à 22 h. Et récemment, vous verrez, mais on y reviendra, que maintenant, elles peuvent ouvrir jusqu'à 23 h. Du 1er juin jusqu'au 14 septembre. Donc, le RET. Le RET, c'est le règlement des terrasses et étalages qui a été mis en place, régule l'exploitation des terrasses estivales pour assurer un équilibre entre l'activité économique et la tranquillité des riverains. Il fixe les horaires, les périodes et les conditions d'exploitation de ces terrasses estivales. Les autorisations sont attribuées par la mairie de Paris en concertation donc avec les mairies d'arrondissement. Alors là, je vous ai listé quelques règles. Le RET faisant 200 pages,
il est impossible de les lister toutes, mais pour l'essentiel, les terrasses sont autorisées sur les places de stationnement, les trottoirs, les terre-pleins centraux, les placettes et les rues temporairement piétonnisées. Sur les trottoirs, on peut s'étendre au droit du commerce et face aux immeubles mitoyens. En gros, c'est la longueur du commerce sera la taille de la terrasse. Dans de rares cas, on étend de part et d'autre de la place de stationnement, mais généralement, c'est la terrasse est de la même grandeur que l'établissement. Voilà, c'est sur les places de stationnement et les trottoirs, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. S'ils doivent dépasser sur un autre commerce, bien sûr, ça ne peut qu'être qu'avec l'accord de ce commerce. Il y a une interdiction formelle de s'installer sur les places de livraison, les places pour les PMR, bien entendu, les taxis, les stations de vélo, les stations de trottinettes, les places de transport de fonds. Une zone d'au moins 1,60 m de largeur doit être réservée pour permettre la circulation des piétons, notamment les PMR. Les terrasses estivales peuvent se composer de tables, de chaises, de parasols, mais aucun autre mobilier et aucun élément ne doit dépasser 1,30 m. La végétalisation est encouragée, mais elle ne doit pas être opaque. Sont interdits les toits, les bâches, les barnums, les installations audiovisuelles, les sonos, les installations de chauffage et de climatisation. Les terrasses estivales ne concernent pas que les cafés, les restaurants, les glaciers ou les salons de thé, mais également les terrasses, les commerces culturels, les librairies, les disquaires, les fleuristes et les hôtels, à condition qu'ils aient déjà un service de restauration actif dans leur établissement. Bien sûr, des contrôles ont lieu, des contrôles par les services de la mairie et par les services de police municipale. D'ailleurs, les contrôles sont renforcés pour prévenir les nuisances sonores et garantir le respect des règles d'urbanisme. Vous pouvez retrouver toutes ces règles, particulièrement en ce moment, il y a un article quand vous allez sur le site de la mairie de Paris. Je vous ai indiqué l'adresse où vous retrouverez toutes les règles et le RET au complet. Le RET prévoit bien sûr la période et les horaires d'exploitation. Comme je vous disais, les terrasses sont autorisées du 1er avril au 31 octobre jusqu'à 22 h. Et récemment, sans aucune concertation d'ailleurs, sans demander l'avis des mairies d'arrondissement, il a été décidé de prolonger l'ouverture, d'ouvrir jusqu'à 23 h à compter du 21 juin, et ce jusqu'au 14 septembre. Donc voilà, une heure de plus en période estivale, mais qui pourrait déborder sur la période de la rentrée. Les réglementations permettent aux commerçants de profiter de l'été tout en respectant le cadre de vie des habitants et des quartiers. Le commerce à Paris en chiffres. Alors, à Paris, 45% des boucheries parisiennes ont disparu en 20 ans. Ça donne une idée effectivement de l'impact sur du e-commerce qui vous livre aujourd'hui à domicile à peu près tout ce que vous souhaitez, même alimentaire. En 20 ans, il y a 1059 magasins d'alimentation générale de moins de 120 mètres carrés à Paris qui ont fermé. Également, 92,6% des Parisiens habitent à moins de 5 minutes à pied d'une boulangerie. Et on a moins de 80% des commerces de gros textiles et d'habillement en 20 ans. Ce qui montre bien
la difficulté pour les commerces aujourd'hui de lutter contre ce e-commerce et la nécessité de défendre nos commerçants et de les soutenir. Dans le 15e, nous sommes un petit peu au-dessus de la moyenne, puisque nous avons moins de vacances commerciales. À Paris, il y a 11% en moyenne de vacances de locaux commerciaux, et contre nous, 9,3%. Nous avons 7 marchés alimentaires en plein air, et nous avons 20 commerces pour 1000 habitants. Alors, un petit zoom maintenant sur le quartier du Plex. Une forte densité de commerces de proximité, notamment boulangerie, boucherie, poissonnerie, épicerie fine, café et restaurants parsèment votre quartier. Si le quartier se compose essentiellement d'une clientèle résidentielle, notamment une clientèle touristique au beau jour arrive en masse avec la proximité de la Tour Eiffel. Le quartier en chiffres, ça donne, selon toujours la Pure en 2023, 22 boulangeries sur les 1023 que compte Paris, 10 boucheries sur les 486 boucheries que compte Paris, 2 poissonneries sur les 104 que compte Paris, 2 fromageries sur les 175 que compte Paris, 7 cavistes sur les 681. Voilà, ça donne une petite idée de la quantité de commerces de proximité dans votre quartier, sachant que à ces commerces s'ajoute le marché de Grenelle, qui est un des plus anciens, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi un des plus dynamiques. Le mercredi, vous avez 40 marchands alimentaires et 40 marchands de produits manufacturés, c'est-à-dire non alimentaires. Le dimanche, vous avez 60 marchands alimentaires et 40 marchands de produits manufacturés. Exactement, c'est 64 marchands de produits alimentaires, donc un large choix encore disponible dans votre quartier. L'impact économique local. Le commerce dans le 15e arrondissement est un véritable pilier de l'activité économique. Le commerce soutient l'économie locale en créant des emplois et en favorisant les achats locaux, essentiels pour la prospérité du quartier. Au niveau de la culture et de la convivialité, on peut noter que les événements qui rassemblent la communauté, tous ces vides-greniers qui sont très demandés par la population, les brocantes, les événements plus festifs comme les chasses aux œufs, animent et ravissent les habitants du 15e. Également, le soutien aux commerçants qui est important et essentiel pour maintenir la diversité et la vitalité de notre commerce local. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le tissu économique de l'arrondissement et en particulier de votre quartier. Eh bien, Madame Legrand, merci beaucoup de cette présentation. Avant de passer la parole pour quelques questions, j'ai juste une petite question. Les conséquences du Covid sur les commerces, vous en avez parlé un petit peu, mais je pense que la situation a été rétablie depuis la fin du Covid. Alors en fait, en termes de chiffres, on n'a pas précisément les statistiques, mais on peut constater qu'il n'y a pas de perte de commerce. Certains, bien sûr, ont fermé, mais ont été remplacés par d'autres. Et le chiffre que je donnais de 4576 est assez stable. Nous avons à peu près
toujours autour de 4 500 à 4 600 commerces. Alors le Covid, effectivement, a pu faire disparaître certains commerces, mais où ils ont été remplacés, où ils ont été, où ils se sont déportés en fait, déplacés, ont changé de zone, mais existent toujours. D'accord. Merci beaucoup, et y compris pour vos chiffres pour notre quartier. On peut passer aux questions, peut-être en commençant par les conseillers de quartier, si vous avez des questions. Je n'ai pas évoqué le problème des terrasses, mais je pense que ça va venir. Vous avez un micro ? Oui. On prend 3 questions. On va prendre 3 questions. Allez-y. C'est une question peut-être un petit peu anecdotique. Il y a un acte quand même assez structurant qui est celui le long du métro aérien. Oui. En particulier à côté d'ici, entre la place Cambronne et la Maude-Piquet-Grenelle, qui est un peu en train de se désertifier, si j'ose dire, avec le garage Peugeot qui est immense, qui vient de se vider, des commerces de l'autre côté qui sont également fermés sans forcément trouver de repreneurs. Ma question n'est pas très précise, mais est-ce qu'il y a une animation, est-ce qu'il y a il y a une association de commerçants pour essayer de revitaliser un petit peu cet axe qui est aussi pas très bien entretenu globalement, parce que sous le métro aérien, malheureusement, c'est assez sale. Donc voilà, comme c'est un axe structurant, je voulais savoir s'il y avait un intérêt de la mairie sur ce point. Alors, merci. Attendez, madame, on regroupe les questions. Madame de Bisemont, allez-y. Oui, merci beaucoup pour cet exposé très détaillé. Moi, j'ai 2 questions, mais peut-être ça en fait une, pour qu'il reste une personne pour poser une question. Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait dynamiser les quartiers, par exemple, en faisant un système de carte de fidélité, vous voyez, comme cela existe dans des centres commerciaux, où on incite en fait les personnes à aller dans les commerces. Et donc, première question. Et deuxième question, il y a des commerçants qui, le soir même, distribuent le surplus ou les invendus à des associations. Et je voulais savoir s'il y a une organisation qui pourrait piloter, renforcer cette dynamique justement de redistribution aux personnes qui en ont besoin. Merci. Merci. Allez-y, ça fait 3 questions. Alors, sur le boulevard de Grenelle et la zone entre Cambronne et la Maude-Piquet, alors malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir dans la gestion des commerces, et leur disparition et leur remplacement n'est que de l'affaire privée. Nous ne pouvons pas choisir à la place des bailleurs, nous n'avons pas le moyen d'intervenir, sauf sur les très grands locaux. Quand les locaux font 900 mètres carrés, 1000 mètres carrés, là, on peut donner un avis et on essaie d'orienter vers soit une activité médicale, soit un commerce de bouche, mais nous ne pouvons pas l'imposer aux bailleurs. Tu voulais compléter ? Oui, effectivement, bonsoir à tous. Je voulais juste peut-être ajouter sur ce point, comme le disait ma collègue Karine Legrand, effectivement, lorsqu'il y a un changement de commerce et que le nouveau dépose une demande de permis de construire, ou même une demande d'autorisation d'urbanisme, donc là, effectivement, la mairie d'arrondissement est systématiquement consultée, et c'est le principal levier que nous avons pour orienter, parfois soutenir ou au contraire contrecarrer certains projets. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Et pour répondre à la question que vous évoquez, monsieur, que vous posiez sur le garage, l'ancien garage d'Arlmat, effectivement, qui était vidé l'an dernier, enfin, évidemment, ça fait partie des endroits sur lesquels on a une vigilance particulière. Là, c'est 6000 m² entre la rue Frémicourt et le boulevard de Grenelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet qui nous a été présenté, mais évidemment, lorsque ce sera le cas, on en parlera certainement en conseil de quartier. C'est un site très important, donc voilà, avec des opportunités qui peuvent être bénéfiques ou au contraire plus gênantes pour le quartier. Le principe, c'est la liberté du commerce et la non-ingérence
des services publics dans le commerce. J'entends bien, mais dans mon esprit, c'est aussi un peu lié à l'état de l'axe sous le métro, qui honnêtement est très sale, très mal entretenu. J'y passe strictement tous les jours. Oui, ça c'est un problème de voirie. Et donc qui incite pas les commerces à s'installer. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, peut-être au niveau de la mairie, en termes de réflexion sur l'animation de cet axe, qui bénéficie pas du marché de Grenelle, qui est de l'autre côté qui est un petit peu plus loin. Voilà, oui. donc c'est un peu un no man's land, et pourtant, voilà. Alors, la difficulté, effectivement, c'est que ces zones de passage et ces grands espaces sans rien, avec une séparation au milieu, ne favorisent pas la commercialité des locaux. Le terre-plein central est un frein à l'activité économique et à l'activité d'un commerçant parce qu'il y a trop à traverser et on ne voit pas sa vitrine de l'autre côté du trottoir. En termes de géographie, ce n'est pas très porteur pour la commercialité. Donc c'est souvent des commerces qui peuvent être des coiffeurs, des restaurants, des commerces qui n'ont pas besoin d'être vus, vraiment avoir une visibilité, une vitrine. Et il faut que les commerçants le souhaitent. Voilà. Peut-être juste pour ajouter sur la revalorisation de cette partie, c'est vraiment évidemment un souhait de la mairie du 15e depuis longtemps. Le maire le présente systématiquement en réunion publique. Son intention était de faire une sorte d'arc vert entre les boulevards de Vaugirard, boulevard Pasteur, puis effectivement boulevard Garibaldi de Grenelle et enfin la coulée verte sur les quais. Donc vous voyez qu'il y a deux parties qui ont été réalisées. La coulée verte sur le quai de Grenelle est en cours de finalisation. En revanche, sur la partie sous le métro aérien, qui est la plus difficile à réaliser, là, ça n'a pas commencé. C'est une question principalement de crédit. Les demandes sont faites. Après, la végétalisation sous le viaduc, évidemment, est particulièrement complexe. Il y a aussi la présence du marché 2 jours par semaine qui complique un peu les choses. Mais c'est une intention, évidemment, de ne pas laisser cet espace dans cet état. Et vous avez raison, ça a un impact forcément sur la qualité des commerces qui s'implantent entre l'avenue de la Motte-Piquet et puis la rue de Lourmel sur cette partie du boulevard de Grenelle. Voilà. Merci. Et il y a les deux autres questions, carte de fidélité et... Alors, les cartes de fidélité, oui, c'est tout à fait possible. Nous pouvons suggérer aux associations de commerçants, on peut leur donner des idées, leur dire ce qui est pratiqué par d'autres associations de commerçants. Mais nous n'avons pas non plus la possibilité de leur imposer ou de leur... c'est leur choix, c'est leur liberté. Et les différentes associations de commerçants le font ou ne le font pas. Maintenant... je sais que c'est envisagé dans certaines associations, mais plus au sud de l'arrondissement. Mais c'est une bonne idée, effectivement, pour fidéliser la clientèle et dynamiser les commerces. Mais on ne peut pas leur imposer. Voilà. Alors, sur les surplus alimentaires, c'est déjà le cas. Il y a déjà toute une organisation des associations comme la Croix de Malte, le foyer de Grenelle, qui récolte alors une ou deux fois la semaine. Il y a, dans les supermarchés, par exemple au Monoprix ou dans les grandes surfaces généralement, une fois par semaine, mais ça génère un problème de logistique important. Donc c'est très très organisé, effectivement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture du froid. Donc les camions font des tournées et ramènent au lieu de distribution,
des associations type Resto du Cœur ou la Croix de Malte qui assure elle-même ces distributions. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Oui, Monsieur Frémont, allez-y. Merci. Oui, notre quartier a perdu, il y a, je crois, au moins 20 ans, son seul cinéma, le Kino Panorama. Et en fait, on manque d'animation culturelle dans ce quartier. Il faut aller à Montparnasse pour trouver des cinémas. Est-ce que justement la mairie du 15e pourrait essayer d'inciter des acteurs à créer des activités culturelles, genre cinéma? Monsieur parlait du garage Peugeot qui fait peut-être des mètres carrés assez importants qui pourraient être utilisés pour ça. Il y a aussi l'ancien garage Citroën Félix Faure qui est au bout de la rue du Commerce, qui, à ma connaissance, qui est toujours vide. Vide aussi. Ça fait aussi des grands mètres carrés. Peut-être que c'est pas adapté à un cinéma ou à un théâtre, mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait peut-être être... Alors, pour vous répondre, nous avons rencontré un grand cinéma il y a peu de temps, une grande société de cinéma qui ne souhaite pas implanter davantage de salles parce que pour eux, le maillage est suffisant et il n'y a pas les locaux adaptés. Il faut énormément de surface pour créer des salles et les petits cinémas de quartier ne sont pas assez viables. Il faut créer des complexes plus importants et donc il faut des espaces très 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 grands et trop importants pour les espaces cités. En bas à côté de l'église de Félix Faure dont vous parliez tout à l'heure, il y a plusieurs projets d'envisager, mais aucun n'est conclu pour le moment. Et ce serait plutôt un showroom qui est envisagé de véhicules électriques. Voilà. Juste à ajouter sur les cinémas le fait qu'il y a eu quand même une très forte concentration des acteurs dans ce domaine ces dernières années. Donc les grandes sociétés présentes à Paris sont plus si nombreuses que ça. Et dans le 15e, il y a un peu une concentration aussi, avec notamment la perspective de refaire intégralement et de rouvrir un cinéma à côté de l'Aqua Boulevard, puisque tout ce quartier va être entièrement refait. Donc l'opérateur, je crois que c'est Pathé, c'est MK2. A déjà qui est envisagé. Je voudrais juste mentionner Ciné 15 quand même, qui est à Saint-Lambert, mais qui est un petit cinéma qui présente des vieux films très intéressants. Voilà. Tout à fait. Mais la proximité de Montparnasse et du grand centre de Beaugrenelle ne crée pas de nécessité d'ouvrir d'autres salles. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier sincèrement de la présentation que vous avez faite, parce qu'on trouve dans cette présentation un panorama quand même bien exhaustif de la situation sur l'arrondissement, et surtout quelques chiffres très intéressants. Je vous en prie. Je note dans votre présentation que l'idée de l'évolution en fait du commerce sur l'arrondissement, mais aussi surtout Paris, c'est pas une spécificité de l'arrondissement, se tourne vers des activités qui sont orientées vers l'activité du tourisme. Et notamment, vous parlez de dynamiser toute cette activité touristique. Donc, le e-commerce peut-être a peut-être un impact, etc. Effectivement, les gens vont plus commander en ligne. Je suis quand même un peu dubitative. Véritablement, faisons-nous appel à du e-commerce pour une livraison de pain, de croissants, de poissons ou de médicaments? Voilà, les pharmacies, les poissonneries. Il faut une ordonnance pour les médicaments. Mais voilà, c'est quand même très étonnant. Mais on sait aussi qu'il y a une véritable politique de la part de la mairie de Paris. Ça ne se voit pas que dans le commerce, de développer une activité touristique. Faisons de Paris une capitale européenne pour le tourisme. Donc ça peut aussi être quelque chose qui impacte fortement cette évolution.
La deuxième chose que je voulais dire, vous avez parlé effectivement de pérenniser de l'emploi, enfin que l'activité de restauration est pourvoyeur d'emploi. Nos commerces de proximité sont aussi pourvoyeurs d'emploi. Et j'oserais dire que c'est des emplois qui certainement sont plus pérennes. Un artisan qui a mis un fonds individuel sur sa boucherie ou je ne sais quoi, vraisemblablement sera plus enclin à rester et à faire fructifier son commerce durablement dans le temps. C'est tout à fait différent avec le modèle je sais pas, du H&M ou autre, peu importe, qui embauche des étudiants à la saison. Donc le commerce de proximité est plutôt de nature à pérenniser de l'emploi plus que le commerce de bouche, à mon sens. Je voulais faire cette remarque. Si j'ai pas fini. Pas de bouche. Enfin, c'est mon avis. Nous pourrions débattre, mais c'est mon avis. Voilà. Vous avez parlé, alors si on en vient plus précisément sur la question du RET, donc des règlements des terrasses, je voudrais faire ici référence à un article qui est paru très récemment dans la presse locale, notamment le 16 juin, et qui fait tout à fait mention à cette extension des horaires jusqu'à 23 heures. Je voulais signaler que cet article a fait l'objet d'une réponse des riverains, des associations de riverains. 40 associations de riverains dans Paris ont répondu à la mairie de Paris pour dénoncer déjà le manque de concertation, la méthode et les impacts sur cette évolution du règlement. Ce que ne dit pas la mairie de Paris, en masquant un petit peu les chiffres, c'est que l'augmentation de surface des terrasses, depuis 2020, c'est 60% d'augmentation de la surface des terrasses. C'est considérable, donc les nuisances potentielles qui vont avec. On relève qu'entre janvier 2022 et juin 2023, c'est plus de 45 000 signalements sur les différentes applications, 3975 ou dans ma rue ou la plateforme dédiée. Plus de 45 000 signalements pour les nuisances liées à cette activité. Seulement pour l'été 2024, juillet-août 2024, c'est 3 300 signalements. À l'époque où les Parisiens sont tous partis en vacances, il reste tout de même 3 300 signalements. Donc c'est véritablement une problématique qui est complètement sous-évaluée ou complètement cachée par la mairie de Paris et qu'il faut prendre en compte. Autre point que je voulais souligner, c'est que l'extension jusqu'à 23 heures, c'est du 21 juin au 14 septembre. Vous posez à juste titre la question de la rentrée scolaire, mais le 21 juin, l'année scolaire n'est pas terminée. Donc les enfants vont toujours à l'école, donc les deux extrémités posent problème. Voilà, et je finirai par une question. Vous nous présentez effectivement le règlement. C'est fort intéressant tout ce que vous nous dites. J'espère que nous pourrions avoir cette présentation pour avoir le site de la mairie. On pourra consulter ce règlement. Ceci dit, ma question est comment vérifier les autorisations qui sont délivrées aux terrasses ? Il existe un site, data.gouv.quelque chose, voilà, sur lequel tout à chacun peut aller consulter les autorisations. Est-ce que nous pourrions avoir précisément ce site ? Excusez-moi, Madame Legrand, je regroupe avec une question. Il y a une dame, parce que l'heure tourne, j'aurais passé au deuxième sujet. Oui, bien sûr. Peut-être les deux interventions, deux derniers regroupements de questions. Allez-y, Madame. Bonsoir. Donc, moi, j'habite Village Suffren et j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'urbanisme, aux autorisations qui sont délivrées, sur lesquelles vous avez une concertation. Je voudrais parler du restaurant qui s'est installé au Village Suffren et qui génère beaucoup de nuisances. Je suis la seule, a priori, là, qui est présente du village, mais il y a des personnes qui s'interrogeaient, qui souhaitaient savoir si le maire avait pu se rapprocher du préfet, parce qu'apparemment, il devait poser la question, le sensibiliser par rapport aux nuisances que l'on subit au sein du village Suffren, mais pas que, tout ce qui est le périmètre au niveau du stationnement et des cars qui circulent, etc., il y a un gros changement de ce périmètre-là et des grosses nuisances. On voulait savoir là-dessus ce qu'il en était. Merci. Et dernière question, monsieur. Oui, merci.
L'autorisation d'extension au-delà des limites de l'immeuble siège d'un restaurant dépend-elle du maire du 15e ou de la mairie de Paris? Merci, monsieur. Alors, je vais vous répondre parce que c'est rapide. En fait, généralement, l'essentiel de nos terrasses estivales font une place de stationnement, soit 5 mètres. Les terrasses estivales déportées sur les places de stationnement doivent être à peu près de la même taille que la façade Mais sur les places de stationnement, il est possible d'étendre d'une place de plus d'un côté et de l'autre, ce qui peut aller jusqu'à 3 places. On en a très très peu dans le 15e, parce que souvent, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une place de livraison et ça n'est pas possible de toute façon. Et on n'encourage pas les si grandes terrasses pour préserver la tranquillité des riverains. Mais c'est tout à fait possible, effectivement, qu'il y ait des terrasses étendues, mais ça ne se fait qu'avec l'autorisation des commerces voisins. Le bistrot parisien qui a connu cette année la suppression totale de son extension de terrasse. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et ça rapporte combien à la mairie, ces terrasses éphémères? Alors, la mairie du 15e, malheureusement, ne perçoit rien. La mairie de Paris, par contre, perçoit des redevances qui sont très variables parce qu'elles dépendent à la fois de la taille, du lieu, de la rue précisément. Il y a des rues qui sont plus chères que d'autres et je n'ai pas le chiffre là. Je peux m'en renseigner. Oui. Alors, je vais déjà... Attendez, moi, je vais être le porte-parole de la brasserie du Saint-Martins. Il avait une terrasse. C'est à l'angle de la rue du Docteur Finlay et de la rue Saint-Charles. Il avait une terrasse. José Martins m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. On lui a supprimé la terrasse, pas de réponse. Et le lendemain, on plante un endroit de livraison alors qu'il en avait déjà un sur l'angle de sa terrasse. Donc on lui a bloqué ces 2 angles, il a perdu 30% de son chiffre d'affaires. On veut tuer le commerce comme ça? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on peut reprendre cette affaire et lui donner une terrasse? C'est inadmissible. Alors, de quel sujet parle-t-on? De terrasse estivale ou de terrasse à l'année? Estivale, sur les places de parking. Donc, à savoir que là, ce sont les services de la voirie qui décident d'implanter des zones de livraison en fonction du nombre de commerces à desservir, tout simplement. Et malheureusement, là, on peut étudier la question et regarder précisément pourquoi cette place de livraison a été créée. Mais là, je ne peux pas vous répondre sur le cas particulier, bien entendu, comme ceci, mais généralement, on est plutôt favorable à accorder une terrasse dès que c'est possible. Je pense que c'était une terrasse estivale Covid. Mais non, alors... Là, c'est une question de zone de livraison. Monsieur Mandorla, comme on le disait, il y a 475 terrasses qui ont été accordées. Donc pour certains, c'est beaucoup trop. Peut-être pour certains commerçants, c'est trop peu. Mais chaque fois, ça fait l'objet d'un examen attentif. Alors moi, j'y participe pas. Mais en tout cas, on peut demander au service de regarder spécialement. Je pense que si ça n'a pas été accordé, probablement il y a des raisons. Simplement, sur une zone de livraison, on ne peut pas l'accorder. Voilà. Ouais. Je peux prendre des photos tous les jours. Ouais. Non, il n'y a pas de volonté de nuire, évidemment, mais s'il y a des zones de livraison, c'est qu'elles sont nécessaires. Moi, je vais rebondir sur deux autres établissements qui ont été mentionnés. D'abord, monsieur, effectivement, vous évoquiez un établissement avenue de Suffren qui a posé des problèmes pendant assez longtemps parce que justement, il ne respectait pas le règlement des terrasses et débordait sur le long de la copropriété voisine et aussi, d'ailleurs, sur les places de livraison, sans aucune autorisation.
Donc c'est parfois le problème, parce que évidemment nous avons connaissance de tous les établissements qui ne respectent pas les règles. On fait passer la police municipale très souvent. Ils verbalisent aussi souvent que nécessaire, mais parfois les restaurateurs font la sourde oreille. Ou les autres commerçants, parce que ces contraventions ne sont pas forcément dissuasives, et en l'espace de quelques heures ou d'une soirée, évidemment, c'est largement rentabilisé. Donc dans ce cas-là, effectivement, bon, les choses ont été un petit peu plus loin, et les places de vent qui étaient utilisées ont été neutralisées temporairement pour éviter ce problème, et il est réglé au moins pour l'instant. S'agissant du village Suffren et donc du restaurant asiatique, du buffet à volonté que vous évoquez, qui a ouvert effectivement au mois de mai, je crois. Donc il a été évoqué plusieurs fois dans ce conseil de quartier. Nous avons, du côté de la mairie du 15e, effectivement multiplié les interventions parce que ce projet ne nous a tout simplement pas été présenté. Quand on ouvre un restaurant de 1000 m² dans l'arrondissement, le maire aime bien que le porteur vienne se présenter, exposer ses intentions. Ça n'a pas du tout été le cas. Et tout a été organisé sur ce projet pour éviter d'avoir un permis de construire à obtenir et même une autorisation d'urbanisme à obtenir. Donc le restaurant a pu malheureusement ouvrir sans qu'aucune autorisation ne soit nécessaire, ni permis de construire, ni autorisation d'urbanisme. Le préfet de police, enfin le préfet a donné une autorisation, parce qu'il y a quand même un changement de sous-destination, je crois, qui était nécessaire, parce que c'était un commerce de moquettes, de tapis avant, et désormais donc c'est un buffet à volonté. Mais enfin voilà, on suit cela évidemment toujours avec attention, notamment sur les problématiques que vous évoquez, c'est-à-dire pour la sécurité des piétons, des usagers, les cars qui pourraient effectivement et bien faire descendre des flots de touristes devant ce restaurant qui est d'une très grande capacité. Les nuisances sonores, je suis rendu dans votre résidence, j'ai bien pu entendre effectivement les bruits liés à la VMC qui peuvent être, enfin l'extraction qui peuvent être très important. Donc on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu empêcher la transformation de ce commerce. Voilà. Il y a eu des modifications qui ont été faites dernièrement au niveau de leur toit, et pour lesquelles il aurait fallu des autorisations qu'ils n'ont pas. Et là-dessus, on voulait savoir de quelle manière contacter les services de l'urbanisme pour le signifier. Ils ont été contactés par votre ASL, oui, par les différents syndics à plusieurs reprises. Donc les modifications qui ont été faites en toiture, que j'ai pu voir aussi, il y a eu une inspection de la ville de Paris qui est venue sur place, qui a constaté ce problème, qui a enjoint le restaurateur de remettre les choses en l'état. Et effectivement, l'extraction, maintenant, elle se situe derrière une bouche existante et non plus en ouverture sur le toit terrasse. Donc c'est un peu le problème. Comme je le disais tout à l'heure, tout a été organisé pour éviter d'avoir une autorisation à demander et à obtenir. Oui, après, ce que je voulais juste compléter ma réponse en vous disant que sur les nuisances sonores, olfactives, les problèmes aux abords, éventuelle mauvaise gestion des poubelles, ça peut arriver sur certains établissements. Tout cela, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que ça alimente évidemment les demandes que peut faire le maire. Le maire ne peut pas fermer un commerce, évidemment, ne peut pas, mais il peut demander des sanctions qui relèvent du préfet de police et uniquement du préfet de police, et qui peuvent consister en une fermeture temporaire ou définitive. Définitive, c'est rarissime. Temporaire, c'est très rare aussi, mais ça arrive, et parfois on arrive à l'obtenir, de ces établissements qui sont donc des sanctions quand même importantes. Donc voilà. Mais on a justement des documents qu'on peut mettre à votre disposition, des photos, des vidéos sur tous ces manquements, des poubelles qui traînent partout, des saletés. La rampe de parking sur le côté qui est utilisée pour leur livraison, pour y rentrer directement par là, c'est formellement interdit. Et tout ça, on l'a sur vidéo, etc. Donc je ne sais pas après comment vous les communiquez, mais... Vous pouvez m'envoyer ça par mail, bien sûr, sans problème. J'ai déjà des contacts avec un certain nombre de présidents de conseils syndicaux chez vous, mais vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous allons passer au deuxième sujet. Très rapidement. Ah oui, pardon. Juste rapidement. Ah oui, oui, je vous le donnerai. Dans la présentation en ligne, je pense que ce sera dans la présentation. Je vous le donnerai. Et puis, je suis d'accord avec vous pour la création d'emplois, évidemment, et particulièrement les métiers de bouche et les petits commerçants qui, en proportion,
embauche beaucoup plus de salariés au mètre carré que les grandes surfaces. Voilà, merci beaucoup à tous les intervenants. Donc, nous passons au deuxième sujet maintenant, le projet Covea, donc rue Alexandre Cabanel. Madame Berthaud, je vous passe la parole en premier. Vous avez un micro. Merci. Bonsoir à tous et merci de nous donner l'occasion de venir présenter ce projet de la rue Cabanel. Pour expliquer un petit peu qui nous sommes, donc Covea, nous sommes un groupe d'assurance mutualiste que vous connaissez sous les noms de MAF, MMA, GMF. Et Covea Immobilier, nous gérons le patrimoine de Covea, dont cet immeuble de la rue Cabanel. C'est un immeuble que nous avons pu acheter en 2023 suite au départ des établissements français du sang. Et depuis, nous développons un projet effectivement de restructuration de cet immeuble en vue d'y implanter un établissement d'enseignement supérieur. Et pour cela, nous avons choisi l'agence Croenco, avec qui nous avons déjà eu l'occasion de faire de très beaux projets, pour nous accompagner dans cette démarche qui est férue de restructuration en cœur de ville. Et donc je vais leur donner la parole pour qu'ils puissent vous présenter ce projet. Merci, bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par m'excuser parce que Monsieur Crochon est bloqué dans un train et donc je le représente un petit peu à la volée. C'est ma collègue Vanessa qui va vous présenter le projet qu'elle connaît très bien, qu'elle suit depuis un peu plus d'1 an. Pour présenter succinctement l'agence, on a en cours plusieurs projets de réhabilitation. On a vraiment cette volonté de pouvoir donner à un bâtiment qui n'est plus loué une seconde vie, à travers qui n'est plus loué pour plein de raisons, des fois des raisons d'usage. Donc ce projet qu'on va vous présenter s'inscrit un petit peu dans cette volonté, celui de lui redonner des critères et des valeurs qui permettent aussi de retrouver des locataires. Je passe la parole à Vanessa, ma collègue. Bonjour à tous, donc je suis ravie de pouvoir vous présenter ce projet sur lequel je travaille depuis 1 an. Peut-être un peu plus près du micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, le projet est situé rue Alexandre Cabanel, près du square Garibaldi. Donc, c'est un projet qui a la particularité d'être assez enclavé, donc dans un tissu urbain assez dense et qui a très peu finalement d'accès depuis la rue. Donc c'est les contraintes qu'on a rencontrées lors du projet. Et pour ce faire, nous avons voulu donc déjà transformer l'immeuble existant de bureaux, donc le Centre national de transfusion sanguine, en une école d'enseignement supérieur. Ensuite, nous avons voulu améliorer l'éclairage naturel à l'intérieur de l'immeuble, implanté, comme évoqué précédemment, dans un site enclavé avec des vis-à-vis. Ensuite, nous avons voulu apporter un traitement spécifique sur la façade principale de l'immeuble pour préserver l'intimité au vis-à-vis. Puis, nous avons voulu requalifier l'entrée de l'immeuble. Et enfin, nous avons végétaliser les toitures afin d'apporter un îlot de fraîcheur. Voilà. Alors, donc comme vous pouvez voir sur les plans de l'existant, c'est un plan un peu brouillon avec des circulations excentrées. Donc c'est des circulations qui sont dans le noir. Un peu, voilà. Nous avons voulu agrandir le patio existant, donc sur 2 niveaux, ce qui permet d'apporter de la lumière naturelle dans ce bâtiment. Ensuite, nous pouvons ainsi concentrer la vie étudiante autour de ce patio et concentrer vraiment les usagers au centre
et apporter de la lumière du jour dans les salles de cours, dans les circulations horizontales et verticales. Donc, nous avons requalifié l'entrée de l'immeuble. Auparavant, l'immeuble était accessible depuis la cour commune, ce qui pouvait... voilà, c'était assez compliqué pour les usagers du bâtiment de passer par différentes portes, clôtures, etc. Donc, à partir de... pour le projet, l'accès se fera directement depuis la rue Cabanel. Donc, ici, nous pouvons voir le cas existant, donc il faut passer par la cour commune, par la clôture, et ensuite accéder à l'entrée centrale du bâtiment. Et dans le projet, nous avons retravaillé les plans d'intérieur afin d'avoir un accès depuis la rue Cabanel. Ensuite, actuellement, c'est un projet qui est très... c'est un bâtiment qui est très minéral. Nous voulons végétaliser les toitures du bâtiment avec des épaisseurs de terre assez importantes qui s'élèvent majoritairement à 80 cm, ce qui permet d'avoir des plantations, pouvant aller des plantations d'arbustes, ce qui permet d'avoir un réel îlot de fraîcheur et tout le quartier peut en profiter. Et le vis-à-vis est ainsi atténué avec l'immeuble voisin. Voilà, donc vous voyez ensuite l'image, voilà, la photo existante du bâtiment. Donc on voit c'est une façade des années 80 très connotée. Et on propose sur la façade du projet d'amener de plus de lumière naturelle dans le projet. Donc nous avons une façade double pot ventilée avec une paroi d'un mur rideau qui permet d'amener la lumière et d'avoir les ouvertures. Et ensuite, il y a un mur en pavé de verre qui permet d'atténuer le vis-à-vis avec les voisins, mais aussi d'apporter plus un confort thermique pour le bâtiment. Et ça permet, l'utilisation du pavé de verre permet aussi de rappeler l'histoire du bâtiment qui date des années 30. Voilà. Merci Vanessa. Vous l'avez compris, l'agence a plusieurs axes à essayer de travailler avec son contexte, avec des contraintes physiques particulières. Et l'objet, c'est vraiment de lui redonner une autre vie et qu'il puisse participer aussi au dynamisme de votre quartier. Je repasse la parole à... Merci à tous. Voilà la présentation de notre projet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Alors est-ce que vous avez déjà trouvé l'école qui s'installera là? Pas encore. Voilà. Oui, parce que c'est évidemment, vous nous présentez une solution architecturale, c'est votre métier. De toute façon, vous ne pourrez pas faire pire que l'architecture précédente de l'établissement français du sang, donc ça a l'air très bien et je n'ai pas de commentaire là-dessus. En revanche, moi je vous interroge non pas en tant que représentant d'une association, mais en tant que voisin immédiat, parce que j'habite avenue de Lovendal, donc qui est l'avenue qui est juste à côté. Je pense que la vraie question, c'est l'impact de l'installation d'une école sur la vie de quartier. On l'a déjà un peu vécu avec l'installation de l'école de Condé, rue Cambronne, qui, je pense, était un vrai facteur de dynamisme pour le quartier. Donc, c'est bien d'avoir des étudiants, je crois, qui sont également là. La question que je me pose, c'est l'impact sur les squares qu'on ne voit pas ici, mais qui sont exactement en face de l'école.
qui sont des petits squares à destination des enfants et de la vie de quartier. Je ne sais pas quel va être le trafic induit d'étudiants qui vont sortir de l'école sur ces squares, mais je pense que ça sera un sujet à surveiller. Donc, a priori, en tant qu'habitant du quartier, je dis oui, c'est bien le dynamisme. La question, c'est quel peut être l'impact sur ce petit microcosme que sont les squares les 2 squares qui sont à l'entrée de l'avenue de Lowendal. Merci. Première question. On a une deuxième question. Je rajouterai peut-être juste l'impact environnemental aussi. Allez-y, madame. Et ma question va dans la continuité de ce qu'a dit monsieur. En fait, une nouvelle école d'enseignement supérieur dans un arrondissement qui aujourd'hui est déjà devenu le 2e arrondissement de Paris en termes de population étudiante. Déjà plus de 35 000 étudiants sur l'arrondissement. Et ce que l'on constate, c'est que l'essentiel de cette population, enfin de cette offre en fait étudiante, est portée par des établissements d'enseignement supérieur privés. Ce que l'on constate, c'est que tous ces établissements se concentrent sur leur activité principale qui est l'enseignement, mais qu'à côté de ça, il n'y a absolument aucune proposition pour accompagner la vie de ces étudiants. Aucune proposition pour le logement, aucune proposition pour la restauration, aucune proposition pour l'offre de santé, pour le sport, pour la culture. Concernant la restauration, notamment, nous voyons, nous, dans le quartier Beaugrenelle, où de nombreuses écoles sont installées sur la dalle, aujourd'hui, ça a eu un impact majeur sur le commerce, notamment sur le commerce de bouche. Ces étudiants, à midi, cherchent à déjeuner où ils peuvent, parce qu'ils n'ont aucune offre dans leurs établissements. Donc on voit des hordes d'étudiants faisant la queue dans les boulangeries ou au Monoprix. Ces pauvres jeunes qui sont obligés de débourser 7, 8, 10 euros pour manger un sandwich ou un muffin ou enfin que de la cochonnerie. Et pour nous, pour les riverains, ça a un impact puisque nos boulangeries, au lieu d'avoir nos fraisiers ou nos Saint-Honoré que nous aimons bien le dimanche, à la place, nous avons les pizzas, les pokéballs, les kebabs et compagnie. Donc tout le monde est impacté par ces conséquences. Donc ça, c'est une première remarque. Je voulais aussi rajouter sur l'offre étudiante. Aujourd'hui, l'offre du Crous, dans tout le 15e, il y a un seul restaurant du Crous, un seul, qui est situé sur l'emprise de l'hôpital Necker. Il y a 4 cafétérias Crous, seulement 4 cafétérias Crous. Une cafétéria, c'est pas la joie. Hein. Ça permet aux étudiants, le restaurant Crous permet aux étudiants d'avoir un repas complet, sain, équilibré, pour 1 euro pour ceux qui sont boursiers, pour 3,30 euros pour les autres. Donc, parlons de la santé des étudiants, c'est aussi ça. Or, les offres Crous n'accompagnent que le développement de l'enseignement universitaire. Tous ces lieux de restauration sont situés dans des universités. Sur le logement, si je ne me trompe pas, il n'y a que 4 résidences Crous dans le 15e. Ça ne fait que quelques centaines de logements. Quand on sait qu'aujourd'hui le marché est totalement saturé et qu'il y a une spéculation et une inflation des loyers qui est absolument démentielle, ces pauvres étudiants n'arrivent pas à se loger. Tous ces établissements d'enseignement supérieur ont des frais de scolarité absolument exorbitants. Comment une famille fait en plus pour payer un loyer dans le privé ? Alors, excusez-moi, je voudrais vous répondre. Je suis aussi conseiller délégué donc, à la mairie du 15e. Donc, je fais partie de l'exécutif de la majorité et je m'occupe aussi de l'enseignement supérieur. Alors, j'ai eu, il y a quelques mois, c'était l'année dernière, je devais répondre donc, à un conseil de quartier, c'était Vaugirard Parc des Expositions. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a une insuffisance. Sur le logement, je vais vous donner quelques chiffres. On serait à peu près à 1200 logements disponibles, 17 résidences étudiantes. Il y a encore quelque chose qui doit être livré à Brancion, à Cévennes, avec 950 logements. Mais il y a déjà des efforts qui sont faits. Sur la santé, je voudrais rappeler qu'il y a quand même des initiatives. Un centre de santé Saint-Charles qui a été inauguré l'année dernière à l'École supérieure des arts de la Sorbonne. Donc c'est dans une structure publique. Je crois savoir que l'hôpital européen Georges Pompidou a mis en place un service d'addictologie. Donc il y a des initiatives. C'est vrai que ça reste encore insuffisant. Et par exemple, les maisons de santé doivent aussi
prendre en compte les demandes des étudiants. Voilà, parce que je voudrais vraiment rappeler qu'il y a un début, on a rencontré, je crois l'année dernière, les responsables du Crous pour la mise en place aussi de résidences, de restauration. Donc vraiment, il y a des choses qui... C'est vrai qu'on est le deuxième arrondissement étudiant après le 5e, après le quartier latin. Mais en tout cas, il y a aussi une prise en compte. Alors c'est vrai que ça se fait beaucoup, on a beaucoup d'établissements privés. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les gros hubs, si je puis dire, que sont, par exemple, comme on est avec l'université de la Sorbonne, Paris 1. Mais voilà, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont faites, qui se développent. Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a une forte demande. Vous avez parlé aussi de la question de la nourriture, qu'est-ce que mangent les étudiants, mais il y a quand même quelque chose, voilà, on est vraiment soucieux de ça, et en tout cas, il y a des choses qui se développent, voilà. Même si effectivement, entre l'offre et la demande, il y a forcément une disproportion, mais voilà, j'aimerais rappeler qu'il y a quand même quelque chose qui se développe dans le 15e arrondissement. Je vous remercie pour votre mot précisant la disproportion. Il faut être conscient de ça. Juste, je rappelle un dernier point, si vous me le permettez, je vais être rapide. Aujourd'hui, il existe à La Défense un nombre de mètres carrés de bureaux complètement vides, des tours sont complètement vides. Le taux de vacances à La Défense, c'est 15%. Il y a des projections à 34% de taux de vacances à la Défense. Donc, les surfaces existent. De grands groupes d'enseignement sont déjà implantés à La Défense. Je rappelle que nous, dans notre quartier, au 25 rue Keller, il y a déjà un projet dans l'ancien parking Beaugrenelle qui n'a toujours pas de preneur. Enfin, quelle est la viabilité de votre projet, en fait ? Écoutez, on va peut-être revenir au projet Cabanel. Monsieur avait posé des questions. Qui est-ce qui parmi vous peut répondre aux questions sur les impacts environnementaux ? Oui, il y a déjà eu ce sujet, mais sur le projet Cabanel, puisque c'est le sujet. Sur le projet Cabanel, donc comme dans la présentation vous avez pu le voir, on a essayé de concentrer des espaces extérieurs au sein de l'immeuble en élargissant ce patio. Il y a un patio existant qui n'est pas à la mesure de ce qu'il faut. Donc on va rajouter, ça permettra de mettre de la lumière un petit peu plus dans ces espaces, mais surtout de créer cette vie de cet immeuble d'école autour de ce patio pour concentrer les étudiants dans ces espaces extérieurs internes au site. Pour vous parler aussi des éléments, des enjeux climatiques, je crois. Sur les enjeux climatiques, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un immeuble aujourd'hui qui est très vieillissant, il y avait des déperditions énergétiques très fortes. On développe un projet qui est assez frugal, une école avec plutôt une volonté de ventilation naturelle et de limiter les consommations d'énergie. Cette double façade permet aussi de réduire les apports solaires dans les classes et de limiter les impacts de climatisation, etc. Donc il y a une vraie recherche au sein de l'immeuble et la construction de ce projet pour limiter les impacts environnementaux. Alors on a des certifications aussi, on vise des certifications environnementales pour asseoir cette volonté. Je me posais la question, vous parlez de la végétalisation des toits, oui. Et je pense que les riverains seront très sensibles aussi aux conséquences sur le bruit, parce que je ne sais pas si ces terrasses seront accessibles, alors, mais s'il y a des réunions d'étudiants sur les terrasses... Voilà. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le maire, qui a été très clair sur le sujet, et nous avons tout à fait respecté sa demande, et on est très conscient de cet environnement résidentiel. Donc les terrasses sont absolument inaccessibles aux étudiants. Ils n'auront pas la possibilité d'y aller. Elles sont uniquement accessibles pour des besoins de maintenance et d'entretien du paysage, mais pas du tout accessibles ni aux étudiants ni aux enseignants. Elles sont absolument inaccessibles. Merci, vous avez dit exactement ce que j'aurais dit. Effectivement, c'est une constante de toute façon lorsqu'il y a une demande de permis de construire pour laquelle l'avis du maire du 15e est demandé avec une terrasse. Alors à Beaugrenelle, c'est une impossibilité du fait du PLU. Les terrasses sont inaccessibles sur les bâtiments hauts, mais dans le reste du 15e, ça peut être accordé. En tout cas, la position de M. Goujon là-dessus est claire, c'est-à-dire les terrasses sont inaccessibles, sauf évidemment pour les besoins de l'entretien de ces mêmes terrasses. Vous avez calibré votre projet pour combien d'étudiants au maximum ? 1400 étudiants. Combien ? 1400 étudiants. 1400. Toutes promotions confondues, quoi.
Oui. C'est combien? 3 ans? Bac plus 3? Ça va dépendre de l'établissement voilà, mais oui, il est en capacité d'accueillir 1400 élèves simultanément. Alors, on sait très bien que dans la réalité, toutes les salles ne sont pas systématiquement occupées, mais il est dimensionné pour ce volume. On est sur de l'enseignement supérieur, hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas des étudiants qui arrivent à 8h30 et qui partent à 17h. C'est comme sur tous les établissements d'enseignement supérieur, on a 35 000 étudiants à Beaugrenelle, il n'y a pas 35 000 étudiants en même temps. C'est une capacité maximale qui, je pense, ne sera jamais atteinte en même temps. Non. Est-ce qu'il y a des questions dans le public sur ce sujet Oui, allez-y, madame. En fait, auparavant, donc, il y avait aussi des laboratoires de recherche à l'INTS. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une étape justement de vérification, puisqu'il y avait des produits chimiques, biologiques. Est-ce que cette étape a été déjà réalisée ou bien elle nécessite encore des expertises? Alors, les travaux de curage, désamiantage, je pense que ont déjà été réalisés. Donc tout ce qui devait être vidé l'a été. Il y avait des produits qui étaient même sous-scellés, produits sanguins, voilà, qui ont été récupérés, transférés. Voilà, des laboratoires de recherche, vous l'évoquez, mais même pour revenir un peu plus loin en arrière, parce que la façade actuelle de l'immeuble ne le montre plus, mais c'est un immeuble des années 29-30, je crois, et qui était déjà un garage Renault. Donc il y a eu plusieurs vies dans ce bâtiment, d'où le choix d'ailleurs qu'évoquait Madame tout à l'heure du pavé de verre. C'est aussi une manière un clin d'œil à cette histoire et à cette époque. Et il est livrable quand, ce projet? Donc là, l'idée, c'est de lancer les travaux au premier trimestre 2026 et on en a pour, grosso modo, 2 ans de travaux. Ouais, c'est pour la rentrée 2029. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet? Oui, monsieur. Donc, je suis un habitant de la rue du Laos, 23. On donne sur ce pas. Premièrement, il n'y a pas eu toujours de permis de construire déposé. On ne sait pas. Il peut y avoir des recours. Il peut y avoir des recours qui sont déposés. Donc la date, la présentatrice du projet dit que les travaux pourront commencer au mois de janvier. Elle s'avance beaucoup. Tant que le projet n'a pas été déposé à la mairie, vous êtes d'accord avec moi, il y a des recours possibles. Ça, c'est la première question que je pose. Donc ça, Madame s'est beaucoup avancée. Deuxièmement, quand elle dit 1300 élèves, même si c'est énorme, comme sur une superficie aussi petite et sans aucun dégagement. Je pense aux 2 lycées publics voisins. Au lycée Buffon, où il y a moins de 2000 élèves, vous n'allez pas la citer maintenant. Moi, j'appelle toujours lycée Buffon. Oui, tu me tiens. Au lycée Buffon, il y a 2000 élèves. 2000 élèves pour une superficie avec des cours qui n'a rien à voir avec cette superficie. Le lycée Victor Duruy, c'est la même chose. Donc, je trouve que 1300 élèves dans cet établissement, c'est énorme. Deuxièmement, Madame Pau, nous habitons au 21, 23, 25. Nous avons une terrasse qui donne, nous avons un fenestron qui donne sur une des terrasses, qui va être végétalisée. Madame dit qu'il va y avoir 80 cm. Nous allons avoir notre fenêtre, donc notre habitat dans notre salle de bain va être touché. Donc, bien entendu, pas que nous, il y a aussi pour le premier, il y a plusieurs étages qui vont être touchés par ce problème. Voilà. Dernièrement, je pose toujours, on a vu sur l'INTS, Madame parle, il y a tout un problème de fenêtres. Alors les fenêtres, déjà actuellement, aucune fenêtre, bien entendu, n'a été touchée. Alors, Madame dit, on avait l'impression que si les travaux étaient déjà... Ça, c'est envisagé, parce que vous avez déjà des fenêtres. Troisièmement, pour Madame,
le problème de l'hygiène et de la sécurité dans l'immeuble, il a été quand même résolu, mais pas par la ville, mais par la préfecture de Paris, puisque c'était un établissement classé au niveau industriel. Donc il y avait eu déjà des autorisations, si vous voulez, plusieurs autorisations qui avaient été données successivement. Donc le préfet de Paris a pris, j'en suis sûr, les dispositions par rapport à un établissement classé industriel qui a pris fin. Voilà ce que je voulais dire. Je vous passe la parole pour... Alors, sur le sujet du planning, vous avez tout à fait raison. Nous allons déposer notre permis de construire prochainement. Derrière, il y a un délai d'instruction qui fait qu'il doit être obtenu dans un premier temps et qu'ensuite, il y a un délai où tout un chacun peut déposer un recours s'il est concerné par le projet. Donc, si recours il peut y avoir un décalage de délai. Moi, je vous parle de délai prévisionnel et ce qui nous semble le bon timing pour démarrer ce projet qui, on espère, embarque le quartier. Sur le volet de la végétalisation, alors on évoque ces épaisseurs de terre végétale parce que c'est un vrai plus pour le projet, pour la ville, d'avoir ces espaces de terre qui permettent d'avoir des sujets suffisamment imposants et de drainer les eaux pluviales. C'est des éléments très importants. Ça n'empêche pas qu'on le fait en fonction aussi des bâtis qui sont autour et qu'il y a un retrait au droit des éventuelles ouvertures qui donnent sur ces terrasses. Donc vous n'aurez pas une plante qui est pile devant votre fenêtre. Il y a un recul. Et ça, c'est très bien cadré dans les règles d'urbanisme aussi. Et donc nos architectes, je ne sais pas si vous avez la parole, mais regardent bien ces sujets-là et adaptent le projet pour que ça ce soit compatible avec les logements autour. Juste une question, je crois que il y a déjà eu des réunions avec certains riverains, notamment à l'avenue de Lovendal. Est-ce que c'est prévu aussi, puisqu'on parle de la rue du Laos, est-ce que ces échanges se poursuivent? Oui, tu veux. Alors effectivement, on a déjà présenté le projet aux riverains directs et la copro, on a rencontré votre conseiller syndical et le président de votre copro donc pour leur présenter le projet. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur ce sujet? Écoutez, si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons peut-être vous donner des petites informations sur la fête du quartier qui aura lieu le 4 octobre. Je vous passe le samedi 4 octobre. Effectivement, notre réunion ce soir, c'est la dernière avant l'été. Il y en aura une autre, effectivement, à l'automne. La date n'est pas encore fixée, mais entre-temps, on a notre traditionnelle fête de quartier qui aura lieu le samedi 4 octobre dans le square en face de Saint-Léon, ce square duplex, Franck Boer. Donc vous y êtes évidemment les bienvenus de 15h à 18h avec toujours les animations très familiales qu'on y proposera avec les conseillers de quartier. Parce que nous sommes un immeuble protégé. Donc il y a avec intervention pour tout ce qui se fait, nous avons une intervention des Bâtiments de France. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout cela sera pris en compte dans l'instruction du permis de construire. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on va peut-être clore la réunion. Permettre, oui. Nous avions envisagé de faire quelques points d'information. J'avais noté le référent sécurité du quartier. Ah, une information. Oui. J'avais noté la baignade dans la Seine, le budget participatif. Alors, sur ces points-là, il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire. Le référent sécurité, donc nous avons effectivement au sein de la police municipale un référent maintenant dans chaque quartier. Donc je ne sais pas s'il est présent ce soir. En tout cas, il y a souvent la police municipale qui est présente, mais je ne crois pas. Donc il s'agit d'une personne qui est désignée dans les effectifs de la police pour suivre spécialement les affaires du quartier. Donc nous l'avons rencontré il y a quelques jours avec Monsieur Vincent. Je crois que c'est vraiment oui, il dispose d'ailleurs d'un suppléant, donc c'est évidemment un atout et
De toute façon, toutes les problématiques de sécurité ou de tranquillité publique que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à nous en saisir. Moi-même, éventuellement M. Vincent, pour qu'on puisse après agir auprès des effectifs, soit du commissariat, soit de la police municipale. Sur la baignade dans la Seine, alors vous avez raison madame, on en a parlé en réunion préparatoire. La baignade dans la Seine, donc c'est une installation voulue par la ville de Paris qui va être mise en place donc dans le bras de Grenelle de la Seine, c'est-à-dire entre le quai, entre le port de Grenelle et l'île aux Cygnes, très précisément au pied de l'ancien garage Renault, pour ceux qui voient, donc au bout de la rue du Docteur Finlay. Donc cette baignade, c'est une baignade d'été qui sera ouverte à partir de la fin juin, début juillet, pour une période de 2 mois. Voilà, donc réservée aux nageurs avertis. On a appris tout récemment qu'il y aurait effectivement un test de compétence ou de niveau pour s'assurer que les personnes qui veulent l'utiliser maîtrisent suffisamment la nage pour qu'il n'y ait pas de risque. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire. On sera vigilant, évidemment, comme sur toutes les installations qui concernent les ports du 15e, sur les nuisances que cela peut provoquer ou générer. Néanmoins, les horaires d'ouverture de cette baignade sont quand même très limités en journée, avec même une fermeture au moins une fois dans la journée pour permettre à la navigation de reprendre sur ce bras de Grenelle. Donc c'est une gestion qui est extrêmement compliquée, mais voilà, on ose espérer que tout se passera au mieux. Sur le budget participatif, alors, vous savez que les Parisiens ont proposé des idées, comme chaque année, de financement au titre du budget participatif. Donc c'est un outil qui présente certainement bien des inconvénients, mais notre avis, et en tout cas avec des conseillers de quartier, c'est évidemment de faire en sorte que ces financements soient fléchés, soient orientés vers des choses utiles, plutôt que vers des choses dont on n'a pas besoin. Et notamment lorsqu'il s'agit de rénover, de remettre en état des squares, des places. Ça a pu être le cas dans ce quartier notamment. Donc sur ce quartier, le conseil de quartier, de concert avec le conseil de quartier de Beaugrenelle, qui est voisin, a déposé plusieurs projets qui sont toujours en cours d'instruction par les services de la ville, et notamment un projet sur la remise en état du square Béla Bartok. Donc il est partiellement dans notre quartier, c'est assez loin d'ici, mais voilà, ce serait effectivement une bonne chose. Après la remise en état du square Pablo Casals il y a 2 ou 3 ans, de l'île aux Cygnes, qui est toujours en cours mais qui a bien avancé, que cela puisse se poursuivre. Donc c'est essentiellement ça que je peux vous dire à ce jour. Il n'y a pas tellement plus d'éléments, c'est-à-dire que les Parisiens seront appelés à voter pour les projets qui ont leur préférence sur le budget participatif en septembre. Aujourd'hui, je n'ai pas la liste des projets qui vont être mis au vote, qui vont être soumis au vote des Parisiens. Voilà, et je crois que c'est ce que j'ai fait le tour. Oui, vous avez dû voir que le 23 mars, donc, une votation a été organisée par la ville de Paris pour la mise en place de rues jardins, donc de rues piétonnisées ou végétalisées ou semi-végétalisées. Donc cette votation qui a une participation assez faible, de l'ordre de 4%, s'est traduite par un résultat positif, donc ce que l'équipe municipale de Madame Hidalgo traduit par la volonté donc de mettre en place de nouvelles rues piétonnes. Alors aujourd'hui, j'ai vérifié auprès des services et de mes collègues chargés de la voirie, nous n'avons pas d'éléments sur ni une liste évidemment de rues qui seraient envisagé pour cette piétonisation, cette végétalisation. Voilà. Donc, lorsque ce sera le cas, évidemment, ce que j'ai dit au conseil de quartier, c'est que ce sera mis à l'ordre du jour, s'ils le veulent, du conseil de quartier pour que vous puissiez faire des propositions, réagir, en sachant que les projets, tout ça dépend, la réalisation de ces 500 rues piétonnes dépend quand même de financements qui sont aujourd'hui totalement absents, et de la capacité des services de la voirie de réaliser ce type d'équipement. Et là aussi, ce n'est absolument pas possible, puisque ces services ont déjà bien du mal à finaliser les projets qui sont engagés et dans le quartier, et notamment la rue de la Croix-Nivert, qui avance à un bon rythme selon le calendrier prévu, mais qui représente un très gros projet. Donc je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup plus d'éléments, même avant le prochain conseil de quartier de l'automne, mais peut-être... je me trompe un peu sur ce sujet, on verra.
Voilà, je voudrais en profiter pour remercier, pour remercier tout le conseil les conseillers de quartier notamment, parce que notre quartier est très actif quand on compare un petit peu aux autres quartiers de Paris, par exemple. Nous avons proposé 3 projets, dont 2 ont été présentés. Donc je vous remercie tous pour vos implications à différents niveaux. Je pense aussi au comité vélo, enfin à plein de choses. Voilà, sécurité bien sûr. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup à tous de votre participation. Et donc, rendez-vous à l'automne, voilà, après la rentrée. Et bon été à tous.